Je me présente, je suis responsable de l'hématologie biologique au CHU de Tours et puis en même temps, je suis directeur adjoint d'une unité INSERM à Tours et je dirige une plateforme un département de métabolisme fonctionnel dans les hémopathies, enfin métabolisme fonctionnel avec l'INSERM et le CHU et l'université de Tours. Alors, on s'intéresse aux problématiques des pesticides à Tours depuis un certain nombre d'années, notamment dans le cadre des problématiques d'hématopoïèse anormale en lien avec le vieillissement. Alors, je me permets de vous rappeler ces éléments. Vous savez qu'avec le vieillissement, l'hématopoïèse physiologique va être atteinte avec le risque d'apparition d'une hématopoïèse clonale, c'est-à-dire l'apparition à des niveaux non nuls de mutations qu'on rencontre dans les syndromes myélodysplasiques et les leucémies, mutations qui ne parlent pas cliniquement, mais qui font le lit du développement de futures myélodysplasies et leucémies aiguës. Et on s'intéresse plus particulièrement au rôle du micro-environnement médulaire de la moelle osseuse, des problématiques de métabolisme oxydatif et énergétique dans la régulation de l'hématopoïèse. Pour comprendre un petit peu tout ça, on a fait un protocole de recherche clinique basé sur des volontaires sains. Nous avions près de 100 volontaires sains de 18 à plus de 80 ans, 80,1 années, qui ont tous bénéficié, je dis bénéficié avec des guillemets, mais d'un prélèvement de moelle et de sang, et sur lesquels nous avons réalisé un certain nombre d'analyses. Et nous avons par exemple démontré qu'il y avait près de plus 50% des patients, 40% des patients des sujets sains de plus de 50 ans présentent ces mutations d'hématopoïèse clonale, donc on pourrait qualifier de préleucémique, et en particulier TET2, ASXL1 et DNMT3A. Ça a été fait en collaboration avec l'équipe de François Delomeau à Saint-Antoine. Et des sujets parfaitement sains qui ont ces mutations préleucémiques, c'est particulièrement inquiétant, et en même temps, on a dosé les cytokines qui drivent un petit peu l'hématopoïèse dans le plasma de la moelle osseuse de cette cohorte, et on s'est aperçu que quand vous avez de l'hématopoïèse clonale, eh bien, vous avez l'augmentation de certaines cytokines, en particulier MIF et IL-1β, qui sont associées à la leucémogénèse. Tout ça, on peut le relier aussi à des problématiques de stress oxydatif. Vous savez qu'avec le stress oxydatif plutôt les ROS, les espèces réactives de l'oxygène, participent à la physiologie des cellules. On sait qu'avec nos traitements, chimiothérapie, radiothérapie, on a pour but d'augmenter ces ROS et aboutir à des cassures de l'ADN. Mais on a aussi ces ROS sont particulièrement importants physiologiquement pour la prolifération, pour le cycle cellulaire. Et on sait que les cellules souches hématopoïétiques ont un très faible niveau de ROS. Et tout ça, c'est régulé par des enzymes antioxydantes que vous voyez à droite qui vont détoxifier ces ROS. Et vous avez par exemple des glutathions peroxydases, glutarédoxine, peroxyrédoxine, etc. Et quand on regarde avec le vieillissement, on a développé des méthodes spécifiques pour étudier les ROS par cytométrie en flux à gauche. Et quand on regarde dans notre cohorte, dans les sous-populations des sujets sains, sous-populations médulaires, des sujets sains, le niveau de ROS, on s'aperçoit qu'il y a une augmentation avec le vieillissement de ces ROS dans les cellules CD34+, CD38-, qui sont celles qui comportent le plus de cellules souches hématopoïétiques, et qu'en cas d'hématopoïèse clonale, ce niveau de ROS est plus important, et c'est associé à des anomalies d'expression des gènes antioxydants. Je n'ai pas le temps de détailler, mais c'est pour vous expliquer, pour introduire le fait que avec le vieillissement, avec les problématiques d'hématopoïèse clonale, il est important de considérer le métabolisme oxydatif de ces cellules. Et vous voyez qu'on a aussi publié qu'à l'occasion de myélodysplasie ou de leucémie aiguë myéloblastique, eh bien, on va avoir une évolution de ce niveau de ROS dans les cellules hématopoïétiques. La ligne ici à 0 en cytométrie correspond à la ligne de niveau normal de ROS, et vous voyez que les couleurs ici correspondent à différents stades de myélodysplasie, et la ligne rouge aux leucémies aiguës myéloblastiques. On va avoir une augmentation de ces ROS dans la fraction des cellules souches hématopoïétiques 34+, 38 points, en lien avec des perturbations d'expression de ces gènes antioxydants. Les cellules vont lutter contre le stress oxydatif dans les myélodysplasies de bas grade,
Cette lutte, elle est encore plus efficace en surexprimant encore plus de gènes antioxydants dans les hauts grades. Et puis au moment de la transformation leucémique, eh bien, on a un effondrement de ces enzymes en lien avec l'augmentation du niveau de ROS. On retrouve la même problématique dans les lymphomes. Hein, et quand on regarde ces gènes antioxydants dans les lymphomes, on s'aperçoit qu'on a des problématiques de modification d'expression de gènes antioxydants comparativement à des sujets contrôle qui n'ont pas de processus tumoral ganglionnaire. Et on s'aperçoit que donc on a des modifications importantes qui témoignent d'une problématique de ROS. Donc vous voyez que c'est à la fois associé à des problématiques myéloïdes et à des hémopathies lymphoïdes. Et le micro-environnement est important à considérer dans cette régulation. On met en place à Tours des études spécifiques du micro-environnement de l'hématopoïèse dans ces pathologies par des analyses moléculaires complexes que je ne vais pas tellement détailler, mais juste pour vous montrer quelques exemples. On a des anomalies de méthylation des cellules stromales mésenchymateuses, qui sont les cellules clés du micro-environnement médulaire. Vous voyez par exemple ici les CSM en bleu de sujets sains versus en vert ici quand vous avez un syndrome myélodysplasique et quand vous regardez donc ce qu'on appelle les zones de méthylation différentielle, eh bien vous avez vraiment un effet on-off. Il y a donc de différences de méthylation des promoteurs des gènes en association avec des modifications d'expression de certains gènes. Et on a aussi des anomalies au niveau de ces cellules mésenchymateuses dans les connexions entre les cellules mésenchymateuses et les cellules leucémiques, connexions qui passent par des gap junctions. Sarah doit rappeler des souvenirs de biologie cellulaire de début d'études de médecine. Ces gap junctions qui sont formées de connexines, et dans les cellules mésenchymateuses d'une moelle leucémique, eh bien, on a des connexines spécifiques et qu'on peut dissocier, et avec notamment des médicaments comme la carbénoxolone, et en les dissociant, on a publié qu'on avait un effet antileucémique tout à fait intéressant chez la souris. Donc ce micro-environnement, il a un rôle clé, et vous allez voir que je vais vous en parler dans le cadre des problématiques de pesticides. Donc, si on reprend la problématique qui nous intéresse, avec le vieillissement, avec les problématiques de micro-environnement, de métabolisme, et cette survenue d'une hématopoïèse clonale qui fait le lit d'hémopathie, on se pose un problème, est-ce que les pesticides pourraient impacter dans le fait que certains patients qui vont faire de l'hématopoïèse clonale vont passer au stade suivant de myélodysplasie ou de leucémie aiguë, ou bien, tout simplement, est-ce que les pesticides vont participer à l'apparition d'une hématopoïèse clonale chez, donc, comme je vous le disais, 40% des sujets de plus de 50 ans. Alors, quand on s'intéresse aux pesticides, on a d'une manière un petit peu simpliste deux grandes questions à considérer. La première chose, c'est l'exposition des sujets à des fortes doses. Classiquement, c'est plutôt les professionnels donc du monde agricole, les arboriculteurs, les viticulteurs, les agriculteurs en général, qui utilisent ces produits. Et puis, ces pesticides, après être passés dans le monde agricole, vont se retrouver dans l'ensemble de l'environnement, de la chaîne alimentaire, avec une exposition de la population générale. Population générale, et à ce moment-là, on peut parler de faible dose. Vous imaginez bien que c'est facile, que toutes les études épidémiologiques qui sont réalisées sur la population exposée à des fortes doses à des professionnels, et que on a très peu d'informations épidémiaux sur l'exposition de la population générale aux faibles doses. Et on a très peu aussi d'études biologiques. Alors, quand on parle de l'exposition professionnelle, un groupe d'experts piloté par l'INSERM s'est réuni et a publié un rapport en 2021 pour faire le point du risque médical associé à l'exposition professionnelle aux pesticides. Il a été établi une présomption forte d'un lien avec les lymphomes non-Hodgkiniens, le myélome multiple, et bien évidemment d'autres pathologies comme le cancer de la prostate, des maladies neurodégénératives, etc. Je ne rentre pas dans les détails des autres pathologies, on va se concentrer sur l'hématologie. Vous voyez que là, le lien fort, il a vraiment été établi sur le plan épidémiologique avec des hémopathies lymphoïdes. Quand on regarde l'utilisation des pesticides dans le monde, au cours des dernières années, en kilogrammes par hectare, on s'aperçoit qu'il y a
une forte augmentation dans le monde, surtout en Asie et surtout aux États-Unis. Vous voyez que c'est les courbes orange et rouge. L'augmentation en Europe est réelle, mais un petit peu plus faible comparativement à ces pays, en particulier l'Asie. Et vous allez comprendre pourquoi je vous en parle spécifiquement maintenant. Donc, la France est bien évidemment exposée à tous ces pesticides dans l'environnement. On a une contamination de l'eau, des fruits, des légumes, et la population générale est exposée de façon chronique à ces faibles doses de pesticides. Et la surveillance de ces résidus est pilotée par l'Agence européenne de sécurité alimentaire, qui détermine pour chacun d'entre eux ce qu'on appelle l'ADI, ou Acceptable Daily Intake, c'est-à-dire la dose maximale qui permet de ne pas induire de pathologie, entre guillemets. Mais cette ADI, elle est déterminée pour des produits pris individuellement, pas pour des produits comment dire, ingérés de façon cocktail. Donc, ici, par exemple, une carte de la contamination en herbicides dans les eaux souterraines entre 2015 et 2017, vous voyez que on a quand même très largement la carte de toute la France qui est impactée. Alors, quand on regarde les contaminations par ces résidus de pesticides dans l'environnement extérieur, bon, les eaux souterraines sont très largement donc touchées, comme je vous l'ai dit, et par exemple, 25% dépassent le seuil réglementaire de 0,5 mg par millilitre. Les eaux de surface sont elles aussi touchées, avec une étude entre 2015 et 2017 qui a montré que dans 84% des points de mesure, on dépassé les seuils de 0,1 microgramme par litre pour la concentration de chaque pesticide isolément. On en retrouve dans l'air extérieur aussi, mais là, il n'y a pas de valeur réglementaire dans l'air extérieur. Et les sols sont eux aussi largement touchés, puisque dans une étude dans les Deux-Sèvres, il avait été montré qu'on retrouvait des résidus de pesticides dans plus de 80% des échantillons de sols, de prairies et de cultures de céréales. Si l'extérieur est contaminé, on a les mêmes problématiques dans les environnements intérieurs et en particulier donc au domicile des gens, en particulier dans le cadre de l'exposition aux pyréthrinoïdes, donc qu'on retrouve beaucoup dans les insecticides, et dans le cadre d'émanation des substances, de substances à partir des matériaux traités pour l'habitat. Les substances les plus présentes sont le permétrine, le lindane, des organophosphorés, organochlorés. Donc, vous voyez qu'on en a un petit peu partout et on les retrouve dans la chaîne alimentaire. En 2016, le FSA avait analysé près de 7000 échantillons d'aliments du marché et on avait plus de 6,4% qui dépassaient la limite maximale des résidus pour au moins un pesticide. Je pourrais détailler les autres études qui ont été faites, mais aucune n'est vraiment rassurante et on retrouve des pesticides très largement dans l'alimentation. Donc, si maintenant on revient donc sur les pathologies hématologiques, donc vous voyez que les pesticides sont classiquement plutôt associés à la survenue d'hémopathie lymphoïde, si on prend les données de la littérature. Et quand on parle de présomption forte, vous voyez qu'on a une augmentation dans les lymphomes malins non-hodgkiniens du nombre de cas importants entre 90 et 2018, donc sur près de 30 ans. Chez l'homme, c'est plus 123%, chez la femme, c'est plus 109%. Alors, c'est potentiellement en lien avec le vieillissement de la population, l'amélioration du diagnostic, un meilleur accès aux soins, etc. Et on retrouve dans les pesticides potentiellement incriminés, vous voyez, beaucoup de classes de pesticides. Pour l'un des plus connus, le glyphosate, la présomption du lien était quand même avérée. Je ne vais pas détailler toutes ces études, elles sont présentes dans ce rapport de l'INSERM qui est disponible online. Et ce qui est intéressant, c'est quand on regarde le risque relatif donc dans les lymphomes, c'est-à-dire c'est l'équivalent d'un odds ratio, c'est-à-dire par rapport à une population générale qui ne serait pas exposée, dont le risque serait à 1, pardon, mais quand on voit que globalement, on a un risque relatif qui est aux alentours de entre 1,4 et 2, donc on augmente de 40 à 100%
le risque de développement de lymphome en cas d'exposition à ces différents produits. Concernant le myélome multiple, on a aussi une présomption forte, hein, puisqu'on a sur la même période d'une trentaine d'années une augmentation importante du nombre de cas et une présomption forte d'un lien entre myélome et pesticides, là encore avec un certain nombre de produits qui sont listés dans ce tableau. Concernant la maladie de Hodgkin, c'est moins clair. C'est moins clair, la présomption est faible. L'augmentation était quand même plus faible et on ne peut pas vraiment affirmer ce lien. Et la leucémie lymphoïde chronique, donc qui fait partie des hémopathies les plus fréquemment rencontrées, hein, bien évidemment dans les pays occidentaux, eh bien là, ce lien, la présomption est moyenne. Là, la preuve n'est pas définitive et on retrouve là encore un très grand nombre de pesticides. Une des questions qui se pose naturellement, si à côté de ces hémopathies lymphoïdes, qu'en est-il pour les hémopathies myéloïdes? Alors, pour les hémopathies myéloïdes, une méta-analyse en 2014 avait établi qu'il existait un risque relatif, dans une étude cas contrôle, un risque relatif potentiellement augmenté, donc de développer une hémopathie myéloïde, donc de type leucémie myéloïde, mais en poulant les leucémies myéloïdes chroniques, les leucémies aiguës myéloblastiques, donc on n'était quand même pas extrêmement discriminant et avec beaucoup de facteurs de confusion. Et ce qui est quand même intéressant, c'est que quand on regarde la consommation des pesticides au kilo par hectare par rapport à l'incidence des leucémies aiguës myéloblastiques, là c'est aux États-Unis, en prenant les bases de données de la FAO et du NIH, s'aperçoit qu'il y a une augmentation quand même importante des pesticides, surtout à partir des années 2000, et d'une façon étonnante, on retrouve une courbe d'incidence qui semble suivre l'augmentation de l'utilisation de ces pesticides. Euh, Quand on reprend donc l'analyse, la méta-analyse qui avait été réalisée en 2007 sur la survenue de ces leucémies aiguës, ces pathologies myéloïdes plutôt, par rapport à l'exposition professionnelle aux pesticides, donc on avait par une étude de cohorte une augmentation du risque, mais qui n'était pas retrouvée quand on faisait une étude de cas contrôle. Et ce qui posait problème pour conclure, parce qu'il faut avoir les deux, l'étude de cas contrôle et l'étude de cohorte. Et donc, à ce moment-là, il avait été, quand on reprenait cette étude, on s'apercevait qu'il y avait quand même un certain nombre de problèmes, et notamment des problèmes concernant les contrôles. On retrouvait des antécédents de cancer dans 3 contrôles, et ce qu'on appelait la définition des leucémies aiguës myéloblastiques, puisque c'était basé exclusivement sur les certificats de décès. Donc, quand il y avait quand même, il restait un flou sur les pathologies myéloïdes, en particulier les leucémies aiguës myéloblastiques. Donc, on a décidé de mener une nouvelle étude, une nouvelle méta-analyse pour reprendre le plus possible de données et pour avoir des contrôles extrêmement propres. Je ne vais pas vous détailler la stratégie d'une méta-analyse, mais vous voyez qu'on est parti de toutes les données entre 1947 et 2022 de mémoire. Et à partir de 6784 références, il a été retenu exclusivement 14 études permettant de comparer 4000 patients et 10 000 contrôles. Au terme de cette méta-analyse, on est arrivé, donc d'études cas contrôle, à une augmentation du risque relatif de 1,51, donc 50% d'augmentation du risque de leucémie aiguë myéloblastique chez les professionnels exposés aux pesticides. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est l'étude à droite, l'analyse chronologique à droite. Vous voyez que là, on cumule les études progressivement depuis 1986, les 14 études, et vous voyez l'évolution du nombre de patients au fur et à mesure de l'augmentation du nombre de patients au fur et à mesure du temps. Et que vous voyez pour pouvoir devenir statistiquement significatif et avoir suffisamment de patients pour être statistiquement significatif, ben, il fallait attendre les années 2010, puisque même en 2005, on n'était pas encore très, très significatif. 2009, c'était un petit peu mieux. Et à partir des années 2010, on a un autre ratio qui se stabilise aux alentours de 1,5.
Quand on regarde les sous-groupes concernant ce risque de leucémie aiguë myéloblastique, et vous remarquez que c'est particulièrement intéressant de voir que c'est dans la population asiatique, hein, dans les études en Asie, qu'on a le plus fort risque et l'augmentation de l'odd ratio la plus importante. Et je vous rappelle que c'est en Asie qu'on a la plus forte augmentation de la consommation de pesticides dans le monde sur les 20 dernières années. Donc, au final, concernant les études sur les pesticides, donc on a publié cette odd ratio qui est à peu près, on augmente à peu près de 50% le risque de leucémie aiguë myéloblastique dans le cadre d'une exposition professionnelle. C'est très proche de ce qu'on voit dans les lymphomes. Il avait été rapporté qu'il y avait une augmentation du risque de myélodysplasie. Maintenant, c'est dans une étude un peu plus ancienne. Maintenant, une des questions qui se posent, c'est, vous savez que dans 30% des cas, les syndromes myélodysplasiques évoluent en leucémie aiguë myéloblastique, et quid de l'exposition aux pesticides pour expliquer l'évolution de certains patients vers une myélodysplasie, vers une leucémie aiguë myéloblastique. Et là, c'est là où on s'est posé la question. Là, vous voyez qu'on est dans le monde des professionnels, et maintenant dans le cadre de la population générale, finalement. Dans le cadre de la population générale, il est très, très difficile de faire une étude épidémiologique. Donc, on a abordé la problématique sous un autre angle, c'est-à-dire qu'on a modélisé in vitro la moelle osseuse hématopoïétique avec son micro-environnement médulaire, donc à partir de cellules mésenchymateuses, et nous avons exposé des cellules stromales mésenchymateuses aux 7 pesticides les plus fréquemment rencontrés dans dans l'environnement, selon les données de l'Agence européenne de sécurité alimentaire. Et nous avons regardé ce que ça faisait sur ces cellules stromales mésenchymateuses et sur l'hématopoïèse. Donc, pour résumer, vous avez les cellules hématopoïétiques qui sont sous le contrôle du micro-environnement médulaire, et en particulier les cellules stromales mésenchymateuses. Et on s'est posé la question de que font ces pesticides à faible dose et à long terme sur ces cellules stromales mésenchymateuses, avec le sous-entendu que c'est peut-être là que vont se concentrer progressivement ces pesticides pour aboutir à des lésions, sachant qu'il y a un très fort turnover au niveau des cellules hématopoïétiques. Donc l'impact pourrait être plus, comment dire, plus durable via une atteinte du micro-environnement médulaire. Donc les 7 pesticides qu'on a utilisés, ben, c'était l'Agence européenne qui nous les a dictés par le biais de son rapport de l'époque. Hein. Donc on retrouve le maneb, le mancozeb, le diazinon, diméthoate, iprodione, imazalil et chlorpyrifos. La majorité d'entre eux sont actuellement interdits, mais c'est pas parce qu'ils sont interdits qu'ils sont pas présents dans l'environnement, hein, et de façon rémanente. Et on a étudié les effets de l'ADI, de 3 fois l'ADI, et puis de ce qu'on appelle le pourcentage ADI, c'est-à-dire ou High Nutritional Daily Intake, c'est-à-dire la dose classique à laquelle la population générale est exposée. C'est la plus faible dose. Et donc, ce petit cocktail, on a montré qu'il avait un impact sur les cellules stromales mésenchymateuses en faisant baisser leur prolifération et en induisant leur sénescence. Je ne vais pas rentrer dans les détails des études biologiques. Si vous voulez, j'y reviendrai plus tard. Et on a montré aussi que dans ces cellules mésenchymateuses, les pesticides induisaient des cassures de l'ADN, très clairement visibles par les différentes stratégies de suivi de la présence de gamma H2AX dans les études de Comet ou par les études de Fossi. Et on a identifié un des mécanismes le mécanisme finalement associé à ces cassures de l'ADN. On sait que dans les cellules, il existe un système de protection qui lutte contre l'acétaldéhyde. L'acétaldéhyde est considéré comme un carcinogène et il est éliminé dans nos cellules par une enzyme qui est l'aldéhyde déshydrogénase 2, la LDH2, qui va transformer l'acétaldéhyde en acétate. Et qu'est-ce qu'on a remarqué? C'est que quand vous exposez les cellules mésenchymateuses à des faibles doses de pesticides, hein, dès le pourcentage ADI, ce qu'on a tous les jours, eh bien vous allez avoir un effondrement de l'acétaldéhyde. Un effondrement de l'aldéhyde déshydrogénase 2 au niveau expression génique, qui est associé à une augmentation de l'acétaldéhyde dans les cellules, un effondrement de l'acétate. Et donc, cette baisse de la LDH2 et l'augmentation de l'acétaldéhyde est particulièrement problématique. Alors,
Vous savez que l'acétaldéhyde, on peut le bloquer par un médicament qui s'appelle le disulfiram, qui a été utilisé notamment il y a quelques années comme médicament antabuse, hein, pour bloquer les effets, pour empêcher les patients alcooliques chroniques de boire, puisque l'acétaldéhyde, la LDH2 en étant inhibée par le disulfiram, ça entraîne une augmentation de l'acétaldéhyde dans les cellules, et à ce moment-là, eh bien, les patients présentaient des gros problèmes de type nausée, vomissement, malaise, etc. Donc, on a exposé, on a voulu mimer ça, et on s'aperçoit que avec le disulfiram, on reproduit exactement les problématiques de sénescence et de cassure de l'ADN qu'on a avec l'exposition aux pesticides. Et nous avons eu une approche aussi par shRNA pour vérifier tout ça. Et finalement, ces cellules mésenchymateuses exposées aux pesticides, elles ont une baisse de l'aldéhyde déshydrogénase 2. Et on a voulu voir si il y avait un impact plutôt sur l'hématopoïèse. Vous savez que c'est les cellules mésenchymateuses, elles ont pour but de soutenir l'hématopoïèse primitive. Et parmi les cellules souches primitives, quand on les étudie in vitro, on a ce qu'on appelle les CAFC, les Cobblestone Area Forming Cells, qui correspondent à des cellules, des progéniteurs très primitifs. Et on s'est aperçu par des systèmes de culture à long terme en dilution limite que même si on n'a pas d'impact sur le nombre de CAFC au contact de ces cellules mésenchymateuses exposées aux pesticides, on va perturber leur fonctionnalité et elles vont être à l'origine de progéniteurs clonogéniques de très mauvaise qualité. Vous avez par exemple ici une photo qui sont toutes petites, qui sont mal fichues. Donc il y a un impact très clair sur la différenciation des CAFC en progéniteurs clonogéniques. Donc au final, on a chez les sujets sains, quand on regarde le développement d'un syndrome myélodysplasique, notre hypothèse a été de se dire, est-ce que l'exposition potentielle tout au long de la vie d'un individu à des résidus de pesticides pourrait favoriser la survenue d'un syndrome myélodysplasique? Dans cette problématique, si on la met en parallèle de ce qu'on a fait in vitro, on a observé que des faibles doses de pesticides sur les cellules mésenchymateuses médulaires aboutissaient à une diminution de l'aldéhyde déshydrogénase 2, d'augmentation de l'acétaldéhyde, qui impactait sur la sénescence, des cassures de l'ADN et qui rendait imparfaite le soutien de l'hématopoïèse. Donc, est-ce qu'on pouvait relier notre problématique physiopathologique ici à nos résultats in vitro? Mais on s'est posé la question, quid de l'aldéhyde déshydrogénase 2 dans des cellules mésenchymateuses de moelle de patients myélodysplasiques, indépendamment de toute exposition aux pesticides in vitro. Et quand on a regardé un petit peu ce qu'il en était, on s'est aperçu que dans le groupe des patients myélodysplasiques, eh bien, on avait un effondrement de l'aldéhyde déshydrogénase 2 et qu'on avait aussi une augmentation des cassures de l'ADN. Et et comme on sait qu'en plus, ces cellules stromales mésenchymateuses dans les myélodysplasies présentent un défaut de soutien de l'hématopoïèse, on peut s'interroger sur le fait que les pesticides participent à la physiopathologie des cellules mésenchymateuses, puisqu'on retrouve in vitro par nos expériences après exposition à 7 pesticides les plus fréquemment rencontrés, et exactement de façon similaire dans les moelles de myélodysplasie, les mêmes perturbations fonctionnelles au niveau des cellules stromales mésenchymateuses, à savoir cet effondrement de l'aldéhyde déshydrogénase 2 aboutissant à ces cassures de l'ADN et à une hématopoïèse inefficace. Donc, pour conclure, vous voyez que les fortes doses de pesticides augmentent le risque de leucémie aiguë myéloblastique avec un odds ratio de 1,5, ça c'est nos études, notre méta-analyse. Qu'elle augmente, ça a déjà été publié par une autre équipe, le risque de syndrome myélodysplasique, et que potentiellement l'exposition de la population générale via les résidus dans la chaîne alimentaire pourrait altérer les cellules mésenchymateuses, notamment via les déshydrogénase 2, et favoriser l'apparition de syndrome myélodysplasique. J'ai mis des guillemets, j'ai mis du conditionnel, pardon, vous avez vu dans mon propos, j'ai dit pourrait parce que ce ne sont que des études in vitro, le lien de causalité n'est pas complètement démontré, bien évidemment. Donc, au total, je pense qu'à côté des hémopathies lymphoïdes, nos études permettent d'avoir des arguments pour penser que les hémopathies myéloïdes font partie des hémopathies en lien avec l'exposition aux pesticides,
Actuellement, dans la réglementation des maladies professionnelles, un seul groupe de pathologies est reconnu comme maladie professionnelle, ce sont les lymphomes malins non-Hodgkiniens, dont la leucémie lymphoïde chronique et le myélome multiple, mais sous réserve d'une exposition de 10 ans, hein, pour les travailleurs exposés de façon très claire. On peut raisonnablement penser que les études qu'on a menées, suivies par d'autres, permettront de faire évoluer cette réglementation pour avoir une meilleure prise en charge en tant que maladie professionnelle des sujets exposés. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère vous avoir intéressé par ces approches épidémiologiques et biologiques et je suis à votre disposition pour les questions. Et je tiens à remercier nos collaborateurs, en particulier l'équipe de François Delomo à Saint-Antoine et de François Valette à Nantes. Merci beaucoup.